Dans l'actualité de ce lundi, grave accident sur la route de Thiès. Une collision entre un Ndiaga Ndiaye et un véhicule particulier a fait un mort et 4 blessés graves. Plus de 1200 bacheliers encore dans un flou scolaire. Ils sont toujours en attente d'une orientation. Ces bacheliers non orientés ont organisé une marche ce matin pour se faire entendre. Vous le verrez dans cette édition. Effondrement du cours du pétrole, plus de 30% en Asie. Vente panique sur le marché de l'or noir. Quelles conséquences sur le marché africain? On vous explique tout dans cette édition. Et puis coronavirus, l'état clinique des 3 cas reste stable. Selon les autorités, 6 cas suspects ont été testés négatifs aujourd'hui. Plus de détails dans ce journal. Un corps sans vie, encore coincé dans des décombres, des blessés qui jonchent le sol. Une collision entre un Ndiaga Ndiaye et un véhicule particulier a fait un mort et 4 blessés graves. L'accident a eu lieu ce matin sur la route de Thiès à Aloukagne précisément. Voyons tout cela avec Cheranta Diop et Seyla Tir. Des blessés en larmes, d'autres étalés sur des civières. Cela témoigne de la gravité de cet accident survenu à hauteur d'Aloukagne. Effectivement, il s'agissait d'un accident de la circulation, mais plus précisément d'une collision entre 2 véhicules, un Ndiaga Ndiaye et un véhicule particulier, faisant 24 victimes, dont 4 blessés graves, 19 blessés légers et un corps sans vie. Les sapeurs-pompiers sont restés pendant des heures pour extraire le corps sans vie du véhicule. Effectivement, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le corps était coincé dans le véhicule. Mais avec nos matériels et les différentes techniques qu'on a, nous avons pu l'extraire du véhicule. Le commandant de la 21e compagnie d'incendie et de secours de Thiès exhorte les chauffeurs à la prudence. Pour lui, les excès de vitesse sont à l'origine de beaucoup d'accidents sur l'axe Thiès-Pout. Là, on commence à voir la récurrence quand même la recrudescence des accidents. Je pense qu'il y a quand même lieu de rappeler que les gens doivent se conformer au code de la route et puis limiter aussi les vitesses. Les personnels de santé ont été mobilisés. Le corps sans vie et les blessés ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhine Diéguène de Thiès. Merci Cheranta. La célébration de la Journée internationale de la femme a été souillée au Sénégal par l'assassinat de Marième Diagne à Thiès. Un crime passionnel selon les derniers témoignages. Un meurtre qui rappelle par sa cruauté celui de Ndioba Seck à Pikine en janvier dernier, souvenez-vous. Toutes les deux assénées de plusieurs coups de couteau, un modus operandi que dénoncent ces Sénégalais interrogés. C'est un micro-trottoir réalisé par Mamouna Ndiaye et Thierno Laurent Mehdi. Il faut avoir la foi. Il suffit tout juste d'avoir la foi, de croire en Dieu, en l'islam. C'est ça. Je pense que c'est ça. Si on est tellement pieux dans la religion catholique comme dans la religion musulmane, si on est pieux, bon, on ne peut pas faire certaines choses. Les auteurs de ces crimes n'ont pas foi en Allah. Tu peux aimer la personne et le Tout-Puissant peut décider autrement. Dans ce cas, nous n'aurons pas le choix, c'est la volonté divine. Nous ne pouvons pas décider à la place de Dieu. Gardons les relations saines avant tout. Nous sommes des croyants. Avant tout, il y a des gens qui consomment beaucoup d'alcool et qui se droguent et tout. Pour moi, en tant que personne, je ne peux pas faire ça. Je pense que les gens qui font ça ne sont pas légitimes. Oui. Si on est lucide, on n'est pas capable de faire certains actes. L'éducation de base est à la base de tout. Il faut éduquer les enfants. On grandit avec. Je pense que c'est ça. Il n'y a plus d'éducation. Les parents ont démissionné. Voilà. Je pense qu'il faut éduquer à la base aussi. Venons-en à présent au coronavirus. 6 nouveaux cas suspects ont été testés négatifs aujourd'hui. L'état clinique des 3 patients positifs au coronavirus reste stable. Tous les moyens sont disponibles pour la prise en charge selon le docteur Aliouz Diouf et le professeur Seydi devant la presse cet après-midi.
le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient partager les résultats obtenus de l'Institut Pasteur ce lundi 9 mars 2020. Au total, 6 prélèvements de cas suspects ont été réalisés. Sur les prélèvements réalisés, aucun résultat n'est revenu positif. Cela veut dire que tous les 6 sont négatifs. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service de maladies infectieuses et tropicales. C'est dire donc que ce lundi 9 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal. Le traitement, il n'est pas du tout compliqué, il est très simple, il n'est pas spécifique au Sénégal. Le traitement que nous faisons ici, c'est le traitement qui se fait partout dans le monde. Il s'agit d'un traitement symptomatique basé sur les signes que présente le malade. Parmi les signes, vous avez la fièvre, vous avez la fatigue, vous avez les signes respiratoires tels que les éternuements, la toux, les difficultés respiratoires. Et ce sont les difficultés respiratoires qui, en règle générale, font la gravité de la maladie, ou bien les facteurs de risque tels que l'âge des sujets âgés de plus de 80 ans, ou bien les sujets qui ont des comorbidités sont des sujets à risque potentiel de complications. Et pendant ce temps, en Italie, la vie s'est presque arrêtée dans certaines régions du pays. D'importantes restrictions ont été décidées afin de contenir la propagation du virus. Le pays compte ce soir 463 morts du Covid-19. Au Sénégal, aucun Sénégalais n'est malade, selon le ministre des Affaires étrangères. Amadou Ba rassure les ressortissants sénégalais. L'État suit la situation là-bas en Italie avec les autorités italiennes. Le voici avec Mohamed Diop. Nous sommes très préoccupés par la situation de tous les ressortissants. Aujourd'hui, l'Italie est dans une zone assez compliquée. Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien au gouvernement et au peuple italien. Il se trouve que nous avons aussi des Sénégalais qui sont là-bas, qui vivent dans les mêmes conditions, qui vivent cette maladie. Les Sénégalais ne sont pas malades, il faut que ça soit très clair. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore dénombré de cas de Sénégalais malades. Mais les Sénégalais sont en Italie. C'est une situation que nous surveillons. Et Dieu merci, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore décelé de cas de maladie. Mais nous sommes informés quotidiennement. Nous avons donné, sur demande du président de la République, des moyens qui sont en cours d'être débloqués pour l'ambassade et pour le consulat de Milan, tout comme nous allons le faire pour la Corée. Il s'agit de 2 pays qui sont touchés, où nous avons des populations, et l'État a l'obligation de veiller à la santé des populations à l'intérieur comme à l'extérieur. Amadou Ba cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'épidémie du coronavirus doit permettre au Sénégal de réfléchir sur ses orientations économiques, vivre de façon autonome sans dépendre d'un autre pays. C'est l'avis du directeur exécutif du Club des investisseurs, Abdourahmane Diouf, présidé ce matin une rencontre sur le changement du capital humain. Alassane Ba, Pape Sangone Mbaye. Le message économique est du directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais. L'épidémie du Covid-19 doit permettre au Sénégal de réfléchir sur ses orientations économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous dépendez de la Chine par rapport à vos importations, ça veut dire que vous êtes doublement lésé. Vous êtes lésé en tant qu'État-nation, en tant que pays, dont les besoins de consommation dépendent de notre pays. Mais vous êtes lésé aussi parce que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui vont en Chine et qui font leur business. Alors, quand vous êtes confronté à une situation pareille, je pense que la première question d'orientation stratégique que vous devez vous poser, c'est comment faire en sorte de pouvoir vivre correctement, de façon autonome, sans dépendre d'un autre pays et sans dépendre de l'économie de quelqu'un d'autre. Si on se pose cette question fondamentale, je suis sûr que les réponses suivront. Dr Abdourahmane Diouf a exprimé cette réflexion lors de cette rencontre, une rencontre dédiée aux femmes, des femmes leaders, de jeunes entrepreneurs. Je pense qu'au Sénégal, maintenant oui, les femmes entrepreneurs sont mises en avant, mais pas avant. Avant, elles ne l'étaient pas. Donc quand on est des femmes, qu'on voulait entreprendre, on avait beaucoup de barrières. Donc voilà, là au moins de plus en plus on voit une solidarité entre nous. On voit vraiment qu'il y a une grande évolution.
on prend de plus en plus conscience que le rôle de la femme est important dans les sphères de l'État, dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles, dans l'éducation. On a aujourd'hui au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, la parité. Ça, c'est excellent, mais en fait, on ne devrait même pas s'arrêter à la parité. Là où une femme peut apporter plus qu'un homme, pourquoi pas? Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes compétences, là où il faut, quand il faut. Nous nous sommes dit que puisque dans notre plan de formation, nous avons prévu des formations capacitantes, certifiantes pour les champions et les championnes juniors, pourquoi pas ne pas organiser une formation spécifique pour les jeunes entrepreneurs, ce que nous appelons les championnes juniors. Le thème que nous avons choisi, c'est le thème du capital humain. Le capital humain comme levier de performance. Il s'agit de magnifier les compétences des femmes sénégalaises, mais également identifier les domaines où il y a des gaps. Les différentes formatrices vont se charger de corriger et renforcer, permettre de gravir les échelons. Merci Alassane. Les bacheliers non orientés alertent à nouveau les autorités. Plus de 1200 bacheliers sont encore dans le flou scolaire. Ils ont organisé une marche ce matin pour se faire entendre encore une fois. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ils sont nouveaux bacheliers, mais depuis l'ouverture des inscriptions sur la plateforme campusen.sn en août 2019, leur dossier d'inscription peine à passer. Il y a une erreur au niveau des étudiants parce que voilà, la plateforme n'a pas été maîtrisée pour certains. D'autres se sont inscrits au niveau des autres campusen France, mais ceux-là, ils ont écrit des demandes de dérogation qui n'ont pas été tenues en compte par le ministère en question. À l'origine de ce retard dans leurs orientations, une non-maîtrise des procédures telles qu'indiquées sur la plateforme campusen.sn. Certains nouveaux bacheliers, quand ils envoient, parfois ils reçoivent des messages comme invalides, d'autres non recevables. Donc certains ont fait des erreurs, mais ils ont eu tous une possibilité d'une demande de dérogation qu'ils ont déposée. Le long de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, ils ont marché, encadrés par la police. C'est le troisième point de presse que nous avons organisé et nous sommes toujours dans une lancée pacifique et véritablement nous sollicitons toujours les autorités compétentes, mais là nous lançons un appel directement au chef de l'État pour qu'ils viennent en aide ces nouveaux étudiants qui ne sont pas orientés. D'après le collectif, ils sont plus de 1300 nouveaux bacheliers non encore orientés. Avant cette marche, ils ont organisé des points de presse, mais jusqu'à présent, leurs dossiers d'inscription ne sont pas validés. Merci Aminata. L'actualité de ce lundi, c'est aussi les députés qui ont adopté le projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier la convention sénégalo-turque destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. Suivons là-dessus Aïmérou Nying, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Vous savez, ce type de convention, le Sénégal en a signé pratiquement une vingtaine. Et aujourd'hui, avec l'importance de la coopération que le Sénégal entretient avec la Turquie, qui se chiffre déjà à plus de 500 milliards, mais qui a des objectifs encore plus ambitieux, il était important que cette convention, que l'Assemblée nationale autorise le président de la République à ratifier la convention. La convention a été déjà signée par les deux ministres des Finances. La procédure de ratification, c'est justement donner un pouvoir encore plus légal sur ce type de convention. Il faut bien que ça commence par quelqu'un. Nous l'avons ratifié et en tant que Parlement sénégalais, je suis convaincu que le Parlement turc, avec qui d'ailleurs nous entretenons d'excellentes relations parce que nous avons un groupe d'amitié sénégalo-turc au niveau parlementaire, que nos collègues turcs vont aussi ratifier cette convention-là. Et puis le marché de l'or noir aux abois après la décision de l'Arabie saoudite de réduire des prix suite à l'échec des négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie. L'OPEP et la Russie n'ont pas réussi à s'entendre sur les réductions de leur production pour tenter d'enrayer la chute de la consommation du fait de l'épidémie du coronavirus. Conséquence, lundi, les cours du pétrole se sont effondrés de plus de 30% en Asie. Les places boursières également sont affectées. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Cette chute de plus de 30%, la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1991. Riyad décide unilatéralement de baisser ses prix à la livraison
en raison de l'échec de l'OPEP et de la Russie, deuxième producteur mondial de brut, à se mettre d'accord pour soutenir les cours. L'OPEP, l'Arabie saoudite en tête, réclamait aux négociations une réduction de la production face aux incertitudes économiques causées par l'épidémie du nouveau coronavirus. L'Arabie saoudite et ses partenaires voulaient un accord avec les autres pays producteurs pour réduire la production et maintenir le prix du brut. Mais la Russie, deuxième producteur mondial de pétrole et qui n'est pas membre de l'OPEP, s'oppose à cette nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour. En réponse, l'Arabie saoudite se lance dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. La thèse des Saoudiens et de leurs partenaires de l'OPEP tient à un constat. À cause de l'épidémie du coronavirus, la demande a baissé. En Chine particulièrement, principal moteur de la demande pétrolière, soit 14% de la consommation mondiale. Cette baisse de la consommation, estime l'OPEP, a conduit à la chute des cours. Et donc, c'est pour stopper cette chute que l'OPEP proposait aux négociations avec la Russie une réduction de la production mondiale. Conséquence, cette chute de 30% des prix du brut envoie une onde de choc énorme à travers les marchés financiers qui plongent. Merci Daniel. Dans l'actualité politique, Amadou Ba dédramatise les querelles politiques au sein de l'APR. À l'APR, j'y suis et j'y reste. L'heure est à la matérialisation de la vision du chef de l'État selon Amadou Ba. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Tierno Laurent Mendy. Amadou Ba sort de son mutisme. Le coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies déplore et invite ses camarades de parti à la table de concertation. Nous sommes tous de la même famille, nous appartenons à l'APR. Il y a eu quelques militants qui n'ont pas été contents. Bon, donc je vais les recevoir très prochainement pour que l'on puisse échanger. L'objectif est de renforcer le parti au niveau de l'APR, mais au-delà du parti, c'est de renforcer tous les alliés du président de la République. La guéguerre au sein de l'APR importune Maître Djibril War qui menace de prendre ses responsabilités pour mettre fin aux polémiques. C'est vraiment politique de finir la récréation, de se respecter. Mais c'est le chef du parti. Mais c'est lui qui désigne à des fonctions politiques, mais de manière discrétionnaire, conformément au statut. Donc, franchement, des gens qui profitent de leur proximité avec le président, mais pour être calife à la place du calife, c'est ceux qui désignent par-ci par-là des comploteurs, des traites par-ci par-là, qui n'existent quand même que dans leur vraiment imagination perverse de comploteurs et également aussi mais d'intrigants. Le leader de l'APR des Parcelles Assainies déclare qu'aucun malentendu entre lui et Macky Sall n'est envisageable. Ce qu'il faut retenir, et je l'ai souvent répété, le président Macky Sall m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique. Et je continuerai à faire de la politique. C'est tant qu'il me le demandera. Donc il n'y a vraiment pas de préoccupation particulière. Maintenant, dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons d'apporter des éléments de solution. Je pense que c'est ce qui nous est demandé. Depuis quelques jours, les querelles se multiplient dans le camp du chef de l'État. Face à cette situation, Macky Sall est appelé à siffler la fin de la récréation. Merci Mohamed Samb. Et puis ce lundi est célébrée la journée mondiale du rein. Ces maladies silencieuses sont souvent diagnostiquées tardivement, ce qui multiplie les conséquences. À travers le monde, 850 millions de personnes sont touchées par les maladies rénales chroniques et au niveau national, autour de 10 000 patients au Sénégal Pabipsek. La journée mondiale du rein est célébrée ce mardi 9 mars. Une manière de sensibiliser la population sur les maladies rénales et affections silencieuses. Au niveau mondial, 850 millions de personnes sont touchées par cette maladie. Nous estimons, selon l'OMS, environ à 850 millions de personnes qui sont des porteurs de maladies rénales chroniques dans le monde. Imaginez 850 millions, ça fait environ un individu sur 10. La maladie rénale chronique représente la 11e cause de mortalité dans le monde. Au Sénégal, des efforts importants ont été faits pour lutter contre les maladies rénales chroniques. Les estimations tournent autour de 10 000 malades.
Et chez nous, au Sénégal, il faut tout simplement savoir qu'il y a des efforts importants. Si nous tenons compte de nos estimations, parce qu'on n'a pas, si vous voulez, des chiffres réels, il faut prononcer les mots. Nous avons des estimations sur le terrain et ces estimations chiffrent, tablent entre 6 à 10 000 personnes porteuses de la maladie rénale chronique sur une population de 16 millions d'habitants. C'est énorme, mais tout en sachant que plus de la moitié ne sont pas dépistés. Les maladies rénales chroniques sont très fréquentes et pourtant il y a plusieurs manières de les éviter. Il faut vraiment se faire dépister, il faut éviter les diabètes, il faut éviter l'hypertension artérielle, il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire des activités physiques, c'est important, il faut bouger, hein? Il faut éviter d'être sédentaire, hein? Il faut éviter de manger trop sucré, trop gras, c'est pas bien. Et trop salé également, il faut éviter cela. Les maladies rénales nécessitent beaucoup de moyens. Le patient dépense beaucoup d'argent pour se soigner et pourtant il suffit juste de se dépister avant 40 ans pour rester sain. Merci Ousseynou. La zone militaire numéro 7 a reçu ce week-end le chef d'état-major des armées, une visite du général Biram Diop qui s'inscrit dans le cadre des prises de contact réservées aux zones militaires comme le veut la tradition à chaque prise de fonction d'un nouveau SEMGA. Voici le général Biram Diop. Auxquelles elles sont confrontées et de voir dans quelle mesure, dans des délais raisonnables, le commandement peut travailler avec elles pour les prendre en charge. Donc le bilan que je peux tirer de ma journée ici en zone militaire numéro 7 est un bilan particulièrement positif parce que la journée m'a permis non seulement d'interagir avec les unités et avec leurs chefs, mais également de leur prêter une oreille particulièrement attentive pour pouvoir leur donner l'occasion de nous faire le point de leurs préoccupations. Et à mon retour à Dakar, avec nos équipes sur place, nous ferons de notre mieux pour que dans les meilleurs délais, les réponses idoines soient données à tous les problèmes qui ont été évoqués pendant cette journée. L'actualité sportive à présent, d'abord le bilan à mi-parcours de la Ligue 1. Après 13 journées, Teungueth FC invincible et largement à tête du classement avec 12 points d'avance. La championne en titre Génération Foot est par contre en difficulté à la première moitié de saison. Seulement 3 victoires enregistrées et une modeste 12e place. À 1 point de Snaps de Thiès, lanterne rouge. Les grands enseignements de la première phase avec Ibrahima Kane. Teungueth FC qui caracole en tête, Génération Foot, la championne en titre qui déçoit, l'effet marquant de la phase allée de la Ligue 1. Invaincu en 13 journées, 10 victoires, 3 matchs nuls, Teungueth FC, leader incontesté, écrase la concurrence. Avec la meilleure attaque, 22 buts inscrits, et la meilleure défense, seulement 6 buts encaissés, les Rufisquois qui devancent de 12 points leur premier poursuivant peuvent grandement rêver de leur premier sacre. Djaraf occupe la place de Dauphin en dépit d'un parcours en dents de scie. Sa série de matchs sans défaite sur la fin de la phase allée le place parmi les sérieux concurrents de la course au titre, tout comme l'AS Douane qui complète le podium grâce à sa bonne entame de saison. Dakar Sacré-Cœur au pied du podium après son excellent début de saison et Casa Sport sur une bonne dernière série font partie de ce top 5 qui s'est détaché du reste du peloton. Parmi celui-ci, la tenante du titre, Génération Foot, qui s'est même retrouvée relégable à la suite de 5 défaites consécutives à domicile. Sortie de la zone rouge après 2 rencontres sans défaite, l'académie de Denis Biram Ndao sera très épillée à la phase retour. Pendant ce temps, les promus n'abdiquent pas. Djambar de Sali est 10e au classement, malgré sa poreuse défense, la pire du championnat avec 17 buts encaissés. Snaps Excellence de Thiès avec la pire attaque, 5 petits buts seulement marqués et lanterne rouge, mais il n'est qu'à 1 point du premier club non relégable. Un classement de la phase allée très serré, mis à part l'écart de Teungueth FC.
En 13 journées, 167 buts ont été inscrits en 91 rencontres, soit une moyenne de 2 buts par match. Globalement, les rencontres se sont déroulées sans incident majeur, sauf Pikine Casa de la 8e journée et Casa Sport Stade de Mbour de la 12e journée, qui se sont terminées sur des échauffourées. Des images que nous espérons ne vont plus se reproduire dans la suite du championnat. Merci Ibrahima. Et puis le coronavirus chamboule également le calendrier sportif. Certaines rencontres des 8e de finale de la Ligue des Champions se joueront à huis clos, à l'image du match PSG-Borussia Dortmund. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ne sont pas épargnés également. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Apparu en Chine, plus précisément à Wuhan, le coronavirus installe la psychose partout dans le monde. Le secteur qui aujourd'hui ressent le côté négatif de la maladie est le monde du football. Certains matchs de 8e de finale retour de la Ligue des Champions sont délocalisés. Paris Saint-Germain Dortmund se joue à huis clos, une décision prise par la préfecture de police de Paris. Une rencontre prévue le mercredi 11 mars 2020 à 21h au Parc des Princes. Une décision fondée sur l'application des mesures prises en Conseil de défense. Autre match qui risque de se jouer à huis clos est celui opposant la Juve à Lyon. Le gouvernement italien a décidé par décret que tous les événements sportifs se déroulant en Italie se disputeront à huis clos jusqu'au 3 avril. Une mesure qui concerne notamment le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre la Juve et l'Olympique lyonnais. À rappeler que l'Italie est le pays le plus touché d'Europe avec la barre des 100 morts franchis. Le coronavirus a aussi impacté sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en Asie. La FIFA vient d'annoncer le report des rencontres éliminatoires de zone Asie pour le mondial. Et en Italie, le championnat a été arrêté tout simplement. Merci beaucoup Mamadou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Aram, vous recevez le professeur Cheikh Ibrahim Magnan. Merci bien.